Troisième partie donc, du cours sur réaction chimique et bilan de matière. Donc la dernière fois, nous avons vu comment on faisait pour décrire un système à partir d'un système thermodynamique à partir des variables d'état. Maintenant, on va s'intéresser essentiellement, plus particulièrement, disons, à la composition chimique d'un système. Donc, nous allons voir dans cette partie-là. Et il y a différents cas. Donc il y a le cas général, et puis pour certains systèmes, il y a des variables qui vont nous permettre de déterminer, de décrire la composition chimique du système. Alors dans le cas général, vous pouvez réfléchir, hein. Vous avez un système, donc ça c'est sigma, on va essayer de fermer les parois quand même, donc voilà, ça c'est le système sigma. Dans le cas le plus général, on pourrait décrire, qu'est-ce qui vous viendrait naturellement à l'esprit? Mais en fait, on pourrait se donner les quantités de matière de chacun des constituants I du mélange, d'accord? Il y a 5 moles d'eau, il y a 0,01 mol d'oxygène, il y a 10-4 moles d'éthanol, etc., etc. D'accord? Donc une façon de faire, ça serait de se donner, on peut se donner en fait les quantités de matière de chacun des constituants. Donc que je vais appeler NI de chaque constituant, de chaque espèce chimique qui est présent, qui compose le système. Pas de S. Ok. On peut faire, en fait, on pourrait se donner autre chose. On pourrait se donner, à la place des quantités de matière, on pourrait se donner les masses. D'accord? On pourrait se donner les masses aussi. MI. C'est pareil de chaque espèce chimique. Ok? Donc là, masse, quantité de matière, on a des grandeurs ici qui sont extensives. Il y a une autre façon de faire qui peut être intéressante. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. On peut se donner aussi en fait des quantités de matière ou des masses relatives. Alors pour la quantité de matière, en fait, ça va être ce qu'on appelle la fraction, les fractions molaires. Donc qu'on va appeler XI, donc de chacun des constituants, où XI, c'est défini comme la quantité de matière du constituant I sur la quantité de matière totale. La quantité de matière totale, c'est simple, c'est la somme des quantités de matière de tous les constituants. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle la fraction molaire, et on peut décrire le système en se donnant les valeurs des fractions molaires. On a aussi, on peut de manière tout à fait symétrique, les fractions massiques. On va noter YI. Et les fractions massiques, on va les définir comme la masse, la fraction massique du constituant I, c'est la masse MI du constituant sur la masse totale, et la masse totale qui se calcule comme la somme des masses de tous les constituants. Donc c'est la masse totale du système finalement, M. Ok. Voilà, on va faire une petite application là-dessus. Donc imaginons le système suivant, on va prendre en fait l'air tout simplement, hein. Donc le système, hop, on va prendre une mole d'air. Voilà. Une mole d'air. Alors, vous savez en fait que l'air, c'est constitué à 80%, alors de façon approchée, de diazote et à 20% de dioxygène. Et puis vous avez pas mal de CO2 et après quelques autres gaz, mais c'est vraiment des fractions de pourcents. Et donc ce que je voudrais, donc c'est une application, pardon. Dans cette application, je voudrais... Alors, pardon, il faut que je vous donne quelque chose d'autre avant. Je vais vous donner aussi les masses molaires du diazote et du dioxygène. Donc la masse molaire du diazote, c'est 28 grammes par mol.
et celle du dioxygène, c'est 32 grammes par mol. Et donc je voudrais 1, les fractions molaires en dioxygène et en diazote. 2, je voudrais les fractions massiques en dioxygène et en diazote. Donc on met en pause, vous réfléchissez 5 minutes et ensuite je donne la solution. Donc résolution. Et bien, en fait, la première question, c'est c'est immédiat. Les fractions molaires, elles vous sont données ici en fait. Alors c'est pas forcément évident que ces pourcentages soient des rapports de quantité de matière, mais on peut quand même s'en douter. Et donc la fraction molaire dans une mole d'air, il y a 80% diazote, c'est-à-dire qu'il y a 0,8 mol en diazote. Et XO2, eh bien il y a 20%, ça vaut 20%, c'est-à-dire 0,2. Donc dans une mole d'air, il y a 0,2 mol de dioxygène. Pardon. Alors 2. Maintenant, il faut passer aux fractions massiques. Alors déjà, on peut réfléchir, est-ce que les fractions massiques, ça va être plus que 80%, moins de 80% pour le diazote? En fait, il y a 80% de diazote en quantité de matière, mais comme la masse d'une mole de diazote, c'est plus faible que la masse d'une mole de dioxygène, on peut s'attendre à ce qu'en fait, la fraction massique en diazote soit un peu plus faible que 80% et la fraction massique en dioxygène soit un peu plus élevée que 80%. Bon, maintenant, on va les calculer. Hein. Pour les calculer, on part de la définition. Donc, c'est, par exemple, celle en dioxygène, c'est la masse de dioxygène sur la masse totale. Et maintenant, on va exprimer les deux. La masse de dioxygène, c'est la quantité de dioxygène, quantité de matière de dioxygène, fois la masse molaire de dioxygène. D'accord? La masse d'un échantillon, c'est la quantité de matière, c'est le nombre de moles, si vous voulez, fois la masse d'une mole. NO2, ben ça c'est par définition la fraction massique fois la quantité de matière petit n de l'échantillon. Ici, ça vaudra un mol, une mole, on se consacre à une mole, et donc fois la masse molaire du dioxygène. La masse totale, en fait pour la masse totale, je vais avoir besoin de la masse de diazote. Alors la masse de diazote, c'est exactement le même calcul. Donc je recopie la formule que j'ai trouvée précédemment, mais avec N2. Et la masse totale, c'est la somme des deux. Et donc si je fais la somme des deux et que je factorise, ça va me donner N facteur de XO2 fois MO2 plus XN2 fois MN2. Et maintenant je fais le rapport. Et donc je trouve que YO2, la fraction massique en dioxygène, vous allez, en fait, on va voir que c'est indépendant de la quantité de matière. Et ça c'est normal parce que c'est une quantité qui est intensive. Les N ils vont se simplifier. Voilà, je vous fais le calcul. Donc ça fait N, alors ça fait XO2, N, MO2 sur N, XO2, MO2 plus XN2, MN2. Et donc, je vous disais, la quantité de matière se simplifie, c'est normal. Ça ne doit pas en dépendre, c'est une quantité intensive. Et donc, il reste XO2, MO2 sur XO2, MO2 plus XN2, MN2. Et quand vous faites l'application numérique, ça vous donne 0,22. On en déduit immédiatement que YN2, c'est moins 1 moins YO2, parce que la somme des fractions massiques doit faire 1, et donc ça vaut 0,78. Ok? Donc voilà pour fraction massique, fraction molaire. Donc ça c'est une première façon. En général, on va se donner tout simplement toutes les quantités de matière, ou toutes les masses, ou les fractions molaires et fractions massiques. Maintenant, il y a des systèmes particuliers, et notamment, on va beaucoup travailler avec des solutions. On va définir ce que c'est qu'une solution, et ensuite, on va voir comment on la décrit. Alors, dans le cas des solutions. Alors, je vous rappelle qu'en fait, une solution, qu'est-ce que c'est? C'est un solvant
On appelle un solvant. Et des solutés. Donc c'est un mélange. En fait, une solution, c'est un mélange. Mais vous avez une espèce ici qui est ultra majoritaire. Donc si vous avez par exemple une solution aqueuse, dans une solution aqueuse, vous avez de manière ultra majoritaire de l'eau. Il n'y a quasiment que des molécules d'eau. Et vous avez des espèces chimiques qui sont, elles, très minoritaires, mais qui sont quand même présentes et qui ont leur importance par rapport aux solvants. Donc pour la définition, oui voilà. Voilà pour la définition d'une solution. Alors comment on décrit une solution ? En fait, vous savez que le solvant, en fait, la quantité de solvant, elle nous intéresse rarement en fait dans une solution. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est la quantité. C'est la quantité des solutés. Donc on pourrait se donner les quantités de matière de solutés. Mais plus généralement, en fait, pour les solutés, donc le soluté I, comment on va décrire sa quantité ? Eh bien, plutôt par des concentrations. D'accord ? Vous avez défini et manipulé des concentrations au lycée. Et donc, notamment, la concentration molaire du soluté I. C'est quoi ? Mais c'est tout simplement ce qu'on va noter grand CI, sa quantité de matière, NI, divisé par le volume V de la solution. Ok. Ça c'est quantité de soluté I. V, c'est le volume de la solution. Et c'est à peu près égal au volume du solvant, souvent. Ok. Si on regarde les unités, la quantité de matière, on la donne en mol. Le volume de solution, normalement, on le met en mètres cubes, mais très souvent, c'est en litres. Donc, je vais mettre en unité usuelle litre. Et donc, l'unité usuelle, la concentration, c'est mol par litre. L'unité légale, ça serait le mol par mètre cube, puisque l'unité légale de volume, c'est le mètre cube. Donc, concentration molaire. Et on peut se donner aussi une autre sorte de concentration en résonance sur les masses, qui est la concentration massique. Alors là, je vais l'appeler CI, mais minuscule. Quand j'utilise des minuscules, ça voudra dire massique, par unité de masse. Comment non ? Je vais peut-être pas la noter comme ça, la concentration massique. Je vais la noter avec un petit... Je vais noter un T. Je vais l'appeler TI, voilà. T. Mais on pourrait la noter C aussi. Là, je fais deux notations différentes pour pas confondre. Donc ça, c'est tout simplement, cette fois, la masse rapportée au volume de solution. Donc je vous remets. V, c'est le volume de solution. Donc en litres, usuellement. M, c'est la masse de soluté I. Et donc ça, on va la mettre en... Normalement, elle est en kilogrammes, mais usuellement, on la prend en grammes. Et donc, l'unité, c'est les grammes par litre. Ok. Donc ça, c'est la concentration massique. Alors maintenant, on va se faire une petite application. On va calculer les concentrations. Donc en fait, on va considérer un système. Donc on va dire que c'est un bécher, hop. Voilà, dans lequel en fait, on a essentiellement c'est de l'eau. Donc le solvant c'est de l'eau, donc on va avoir une solution aqueuse avec un volume 500 ml. Et puis on va ajouter des cristaux de chlorure de sodium solide. Et en fait, ces cristaux de chlorure de sodium solide, ils vont se dissoudre dans l'eau totalement. Et donc chaque mol de chlorure de sodium donnera une mol d'ion sodium Na+, et une mol d'ion chlorure Cl-. Donc on dissout du sel de cuisine dans de l'eau. Et en fait, on va en apporter
on va apporter une quantité qui est 0,1 mol. Ok. Et donc je voudrais les concentrations molaires et les concentrations massiques. En chacun des solutés qui sont ici l'ion Na+ et l'ion Cl-. Donc concentration molaire. Alors vous savez qu'on peut les noter pour les ions entre crochets, Na+ et Cl-. Et ensuite les concentrations massiques. Allez, c'est à vous de jouer. Allez, on y va. Résolution. Alors les concentrations molaires, ça va être très rapide. Si on suppose, et on va le faire, on va supposer qu'il n'y a pas de variation de volume par ajout du sel, à ce moment-là, les concentrations, eh bien, ça va être, on prend la définition, la concentration Na+, c'est la quantité de matière en Na+, sur le volume, et en fait, la quantité de matière en Na+, on a dit que chaque mol de cristal NaCl apporté, ça a apporté une mol d'Na+, donc c'est N de NaCl. Et donc si on fait l'application numérique, ça va faire 0,1 mol sur 500 ml, je vais convertir en litres, ça fait 0,5 litres. Et donc ça va faire, j'ai dit 500 ml, ouais c'est ça, ça va faire 2 mol par litre. Et pour Cl-, ça va être exactement pareil, quantité de matière d'ion chlorure sur le volume de la solution. La quantité de matière d'ion chlorure, c'est la quantité de matière de NaCl apportée, c'est 0,1 mol. Donc 0,1 mol dans 500 ml, ça fait aussi 2 mol par litre. J'écris n'importe quoi, c'est 0,2 mol par litre, pardon. 0,2 mol par litre. Pour les concentrations massiques, il faut repartir de la définition. Donc T de Na+, c'est la masse de Na+, sur le volume. Alors en fait, ce que j'ai oublié de vous donner, pardon, c'était les masses. Donc si vous avez été bloqué par ça, essayez de le refaire. J'ai oublié de donner les masses molaires. Donc celle de Na, c'est 23 grammes par mol. Et celle de Cl, c'est 35,5 grammes par mol. Donc je reprends ici. Il me faut la masse. En fait, je connais la quantité de matière. Donc la masse, c'est la masse. La masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Et donc en faisant l'application numérique, ça fait 0,1 fois 23 divisé par V. Et donc ça va donner divisé par donc 0,5. Et donc ça va donner 4,7 grammes par litre. Après calcul. Et Cl-, on fait exactement le même calcul. La concentration massique de Cl-, c'est la masse d'ion chlorure sur le volume de la solution, c'est-à-dire la quantité de matière d'ion chlorure fois la masse molaire d'ion chlorure, ça me donne la masse, divisé par le volume de la solution, ça fait 0,1 fois 35,5 divisé par 0,5, et ça va donner 7,1 grammes par litre. Petite remarque très très rapide au passage, parce qu'il y en a qui l'ont peut-être noté, en fait vous remarquez que la concentration massique, c'est tout simplement la concentration molaire fois la masse molaire. Ok. Alors maintenant, on va attaquer un dernier cas particulier, on en aura fini avec cette partie, qui sont le mélange gazeux. Donc ça doit être 1, 5, 3. Mélange gazeux idéal. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mélange gazeux idéal? En fait, on va supposer que... Donc on a un système qui est composé que de gaz
I. Ça, c'est le système sigma. C'est un ensemble de gaz I. Et en fait, on va supposer que le mélange est idéal, c'est-à-dire qu'on va supposer que chaque gaz I, on peut le modéliser par le modèle du gaz parfait qu'on verra en thermodynamique, mais vous connaissez en fait l'équation d'état depuis le lycée qui est PV égale nRT. Donc ça vous lie la pression, le volume, la quantité de matière et la température du gaz. R, c'est la constante du gaz parfait. Et ça vaut 8,314 joules par Kelvin par mol. Ok. Donc dans le mélange gazeux idéal, je suppose que chaque constituant gazeux du mélange, c'est le gaz parfait. Et en fait, je suppose que le mélange lui-même, il se comporte comme le gaz parfait. Voilà. Alors, j'en dis pas plus pour l'instant. On verra ça plus en détail dans le thermodynamique. La thermodynamique. Donc, en fait, on va aussi avoir la loi PV égale nRT pour le mélange. Et donc, on peut aussi décrire le système, c'est pareil, en se donnant la composition, on peut se donner la quantité de matière de chaque gaz. Je vais appeler V le volume ici total. Une autre façon de se donner la composition, c'est avec ce qu'on appelle les pressions partielles. Alors, pression partielle, qu'est-ce que c'est? Alors, la pression partielle, que je vais appeler PI, en fait, c'est la pression qui régnerait dans l'enceinte s'il y avait uniquement le gaz I qui l'occuperait. C'est une pression qu'on ne peut pas mesurer, puisqu'on ne peut pas claquer des doigts et enlever tous les autres gaz qui composent le mélange. Mais voilà la définition. Donc la pression qui régnerait s'il y avait uniquement le constituant I du mélange qui occuperait l'espace. Donc, en fait, comme on va supposer que le mélange est idéal, PI, on va pouvoir le calculer. Si j'appelle ici la température T, et la pression totale, ici je vais l'appeler P. PI, vous pouvez la calculer avec l'équation d'état du gaz parfait. PI égale NI, c'est la quantité de matière du constituant I, fois RT, RT c'est défini température pour le système en entier, sur le volume total. D'accord? Voilà comment vous calculez la pression partielle du constituant I. Voilà, donc on peut se donner, l'ensemble des pressions partielles. Et on va voir que ça va nous servir beaucoup cette notion de pression partielle. On va essayer de se familiariser avec cette notion de pression partielle en faisant une petite application immédiatement. Donc application, on va prendre un mélange gazeux qui est le suivant. Donc hop, donc ça va être le système sigma. Donc c'est un mélange gazeux avec un volume V qui vaut 100 litres. Une température T qui va valoir 298 Kelvin. Et donc dans ce mélange, on va avoir, donc ça va être un mélange de gaz noble avec de l'hélium, et il y en aura 2 mols. L'argon, alors l'argon, il y en aura 10 mols, 5 mols, pardon. Et puis il y aura le néon. Il y aura du néon et une quantité de matière 10 mols. Alors, on va calculer la pression partielle en fait de chacun de ces gaz et la pression totale. Vous faites ça dans l'ordre que vous voulez. Donc le but c'est pression totale P et pression partielle PI. De chacun donc les pressions partielles avec un S, de chacun des constituants du mélange. Ok, allez, à vous de jouer. Donc vous essayez de résoudre ça. Je vous mets la résolution. Alors la résolution, la voici. En fait, on a tout ce qu'il faut pour calculer les pressions partielles. Donc on va tout simplement partir de la définition. La pression
partielle d'hélium, c'est la pression qui régnerait s'il n'y avait que l'hélium. Donc en fait, je vais écrire PV égale nRT, mais en utilisant pour quantité de matière que la quantité de matière d'hélium. Et donc j'applique la définition et je trouve 0,49 bar. Pour la pression en argon, eh bien j'utilise exactement la même formule. Si l'argon était seul à occuper le volume V à une température T, eh bien la pression s'écrirait N fois NAR, donc quantité de matière d'argon fois RT sur V, et le résultat c'est 1,22 bar. Et vous faites la même chose ensuite pour le néon, même formule, et la pression en néon, la pression partielle en néon, c'est 2,43 bar. Maintenant la pression totale P. Eh bien en fait vous pouvez démontrer, alors soit vous écrivez que c'est nRT sur V avec N qui est la quantité de matière totale en gaz, donc c'est la quantité de matière d'hélium plus d'argon plus de néon, soit vous utilisez quelque chose que vous voyez dans le poly qui est la loi de Dalton mais qui est pour moi évidente, hein, qui est tout simplement de par les définitions des pressions totales et pressions partielles. La pression totale c'est la somme des pressions partielles, c'est où? Et vous trouvez que la pression totale, elle vaut 4,14 bar. Et voilà. Juste petite remarque, hein, je vous rappelle que 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Alors, si vous n'avez pas trouvé ces valeurs numériques-là, attention aux unités. Température en Kelvin. Donc là, elle était déjà donnée en Kelvin. Volume en mètres cubes. Là, il était donné en litres. Je vous rappelle que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. C'est donc 10 moins 3 mètres cubes. Voilà. Et vous aurez le résultat de la pression. À ce moment-là, vous aurez le résultat de la pression en pascal. Donc attention, attention, attention aux unités dans ces calculs de pression. On va s'arrêter là sur cette vidéo. Donc revoyons très rapidement ce que nous avons vu. Nous avons donc cherché à décrire la composition chimique d'un système. La solution naturelle serait de se donner les quantités de matière de chaque espèce chimique. On pourrait aussi se donner les masses. Nous avons vu que nous pouvions aussi donner en fait des fractions molaires, c'est-à-dire les quantités de matière, ou fractions massiques, c'est-à-dire la masse relative, soit la quantité de matière totale ou la masse totale. Donc en fait, c'est des valeurs relatives, c'est plus des valeurs absolues. Nous avons vu que dans le cas d'une solution, la quantité la plus adaptée, c'était des concentrations, soit molaires, soit massiques. Et pour des mélanges gazeux idéaux, la pression partielle peut être une bonne variable d'état pour décrire la composition d'un mélange gazeux.